Alors, mes petits camarades, cette enquête du dimanche est un peu particulière. Ouais, particulière parce que pour la première fois, mes recherches n'apportent pas une seule réponse. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais donner des pistes de réponses, ça et là, et vous pourrez me dire en commentaire les réponses qui vous semblent le plus judicieuses. Donc, samedi dernier, j'étais, comme vous l'avez vu, à la manifestation en soutien à la fourchette d'Adama Traoré. Et parallèlement à cette manifestation, il y avait le convoi de la liberté. Et dans beaucoup de commentaires, les gens remarquaient la différence de traitement entre d'un côté les manifestations ouvertement anti-France et de l'autre des Français qui manifestaient relativement pacifiquement. Parce qu'on avait 2-3 CRS pour une manifestation qui pouvait évidemment devenir violente et littéralement un dispositif militaire pour le convoi de la liberté. Et plus généralement, quand on compare la répression des Gilets jaunes l'année dernière et il y a 2 ans avec les émeutes assez fréquentes, on va pas se mentir, en banlieue, on constate que le dispositif est rarement le même. On a vraiment l'impression que si le préfet entend une émeute urbaine, il envoie 2 bagnoles de Condé comme ça sur le pouce, sous-équipées par ailleurs. Et par contre, quand il a 2 Roger et François avec un gilet jaune, là il déploie une espèce d'opération Barkhane avec un char d'assaut. Et donc, quelque part, on peut se poser la question, comment expliquer la différence de traitement entre les gilets jaunes et le convoi de la liberté et les émeutes en banlieue? Pourquoi les chars ne viendront jamais en banlieue? L'enquête de Jordi, c'est parti! Plusieurs théories sont à l'œuvre ici. La première concerne la perception des banlieues par l'État français. La politologue Ivan Trippenbach analysait ça comme ce qu'elle appelait le syndrome de la contagion. En gros, les pouvoirs publics redoutent par-dessus tout un embrasement des banlieues. Donc, chaque intervention se fait avec l'idée qu'il ne faut pas mater une révolte, mais qu'il faut calmer le jeu. Si on prend un exemple assez récent, en avril 2020, au lendemain d'un accident de moto impliquant une voiture de police et une racaille, évidemment, la réaction des pouvoirs publics, en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, a été d'envoyer des forces de médiation. C'est-à-dire qu'il y avait une quasi-guerre civile dans les banlieues, et lui, ce qu'il fait, il se dit faudrait médiater un peu tout ça. En fait, la manière de résoudre les émeutes en banlieue tient surtout du traumatisme des émeutes de 2005 qui ont failli aboutir à une guerre civile. Je vous mets en description certaines notes de la DGSI à ce propos. Et en fait, tout ça, c'est le fruit de ce que Mathieu Bock-Côté appelle la lecture victimaire de la banlieue. Enfin, plus précisément, la lecture décoloniale de certains habitants en banlieue. Les idéologues présentent les habitants des banlieues comme les victimes d'un système. Et je prendrai juste l'exemple de la secrétaire d'État à la ville, Myriam El Khomri, qui affirmait que les habitants des quartiers populaires vivaient dans des ghettos où régnait, je la cite, un apartheid du quotidien. Cette situation est bien évidemment toujours la faute des Français et de l'État. Le calcul est assez simple, la France coloniale a une dette envers les quartiers, d'où ce laxisme de l'État envers les banlieues. On tolère la violence des banlieues et même, on le verra plus tard, on tolère le chantage à la violence des banlieues pour 2 raisons. Déjà, parce qu'on redoute une émeute généralisée, mais parce que surtout, ces émeutes, grâce à l'idéologie décoloniale, sont vues comme légitimes. Les mecs ont le droit et même le devoir d'être violents avec l'État parce qu'ils sont opprimés par ce même État. Et d'ailleurs, ça se traduit bien dans le champ lexical qu'on utilise. On parle de quartiers sensibles ou de quartiers populaires, alors que pour les Gilets jaunes, on est plus sur un qualificatif géographique. Ce sont les territoires périurbains, la France périphérique. Quand on dit qu'un quartier est sensible, il faut se poser la question, sensible à quoi en fait? On pourrait dire sensible à la violence. Et pareil, un quartier est dit populaire, ça donne le sentiment que le vrai peuple est dans ces quartiers. Et on le verra, c'est faux. Cette vidéo est sponsorisée par Political. Alors, vous le savez, j'en parle à chacune de mes enquêtes, de mes vidéos du dimanche. Political est une application de débat en ligne. Mais alors,
pas seulement de débat, hein, faut le savoir. C'est aussi un site où on peut créer des pétitions en ligne, créer des événements, des sondages, raconter sa vie, quoi. Enfin bref, c'est très complet comme programme, et bien sûr, toutes les données ne sont pas conservées, comme c'est le cas actuellement sur la plateforme que vous utilisez. On note au passage qu'il n'y a pas de censure, il y a une liberté de parole absolue sur Political, ce qui n'est, encore une fois, pas le cas sur la plateforme. Alors, le débat de la semaine est en lien évidemment avec la vidéo que vous êtes en train de regarder, et on va se demander ensemble s'il faut que l'État envoie l'armée dans les banlieues. C'est un fantasme de beaucoup de gens de droite, et on va se demander si c'est possible, si c'est souhaitable. Alors, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme et donnez-moi vos petites pensées, votre petite philosophie sur la question. Je vous mets le lien en description. Merci à Political de faire vivre le débat et merci à eux de sponsoriser cette vidéo. On reprend sur l'enquête. Donc, on a une rhétorique décoloniale qui légitime la violence des banlieues, voire même qui la rend nécessaire. Pour le sociologue, hein, il est vraiment pas sociologue, il est très très bête, Geoffroy de la Gannerie, la violence des banlieues est une, je cite, nécessité pour la classe prolétaire. Elle est légitime et contrebalance la violence d'État. Alors, en sociologie, on parle de biais d'agentivité. Qu'est-ce que le biais d'agentivité? Le biais d'agentivité ou biais d'intention, c'est lorsqu'on prête à un objet ou un groupe d'individus une intention humaine. C'est typiquement, imaginons que ton micro-ondes ne marche pas, tu vas taper dessus comme un enculé en pensant que ça va le faire marcher. Genre tu vas être méchant avec ton micro-ondes, mais le micro-ondes il s'en bat les couilles quoi, c'est un micro-ondes. Bah typiquement, quand on voit des casseurs, on ne dit pas bah c'est des enculés, ils sont en train de voler. On dit ils se révoltent contre un sentiment d'injustice issu de la colonisation française. Et c'est la force de la sociologie dominante, ou bourdeusienne, c'est une sociologie, c'est la sociologie majeure depuis les années 70, de prêter des intentions à une masse d'individus. Pour le sociologue Étienne Géin, que j'ai déjà évoqué, cette sociologie de l'intention est un mix entre la sociologie marxiste, qui voit dans chaque révolte une lutte des classes, et l'inconscient freudien, où l'individu n'a même pas conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est une sociologie qui est particulièrement déresponsabilisante et qui va avec, on en parlera, la sociologie de l'excuse. Exemple, si vous vous rendez sur les Champs-Élysées un soir de match pour dépouiller les magasins, bah Geoffroy de la Gannerie et l'ensemble de la sociologie dominante expliquera qu'en fait non, vous combattez une injustice que vous avez subie quand vous étiez petit. Et là vous allez me dire, oui, mais on s'en branle, c'est de la sociologie dominante, c'est pas l'État. Ouais, mais non. En gros, cette sociologie de l'excuse a pénétré ce qu'on pourrait appeler les hautes sphères de l'État, la justice, et surtout, cette sociologie vient jusque dans les tribunaux. Bah ouais, en pénétrant les écoles comme Sciences Po ou les écoles de la magistrature, cette culture de l'excuse se répand. Et par voie de conséquence, on retrouve la sociologie de l'excuse dans les décisions qui sont prises par les juges. Donc en fait, quand on parle d'une culture de l'excuse, on a un peu tort. On est en présence ici d'une idéologie de l'excuse. Là, vous allez me dire, oui, sociologie de l'excuse, t'as rien inventé. Alors, moi, non. Mais Monsieur Rioux, sociologue, a parlé d'un concept qui s'appelle la rente mémorielle. Cette rente mémorielle entraîne un traitement très favorisé pour les banlieues. Alors, attention, quand je dis très favorisé, je ne dis pas que tout se passe bien en banlieue, loin de là. Mais lorsqu'on compare à d'autres catégories de prolétaires, comme les gilets jaunes, on constate que les plans banlieues sont parfois 400 fois plus conséquents que les aides au développement dans la diagonale du vide. On peut citer le plan de contractualisation entre l'État et les collectivités, ou ce qu'on appelle le plan de Cahors, et même les zones de revitalisation des territoires ruraux, ce qui correspond grosso merdo aux ZEP ou aux US dans les banlieues. On est sur 200 millions d'euros d'aide pour les territoires ruraux. Et pour rappel, les plans banlieues sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards d'euros, 40 milliards d'euros pour le plan Borloo, et le fameux plan, ce qui avait initié l'ensemble des plans banlieues, c'était le plan voté en 2005 de 12 milliards d'euros. On peut donc dire qu'en France, les territoires ruraux sont largement défavorisés par rapport aux banlieues. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'aide aux territoires ruraux était 5 fois moins importante que la seule aide pour améliorer les RER en banlieue dans la seule région d'Île-de-France.
pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Alors qu'on rappelle, la pauvreté touche statistiquement plus les campagnes que les banlieues. Si on prend l'exemple des plans banlieues, dont le dernier en date est celui qui n'a pas vu le jour, qui est le plan Borloo à 40 milliards. Et là, il faut qu'on parle de ce que Laurent Oberton appelle le racket des associations. Dans son dernier livre, je crois que c'est La France interdite, vaste programme qui est le racket des associations. L'idée est que certaines associations locales réclament, voire rackettent l'État pour avoir des aides. Le dernier en date est le jeune Théo Louaka, qui avait été connu pour être au centre de l'affaire Théo, c'était le Théo de l'affaire Théo, qui a été condamné avec sa famille pour escroquerie aux aides de l'État à hauteur de 52 000 euros. En fait, en avril 2016, 7 millions d'euros ont été détournés par des habitants grâce à ce qu'on a appelé la fraude aux emplois aidés. Donc d'un côté, les associations et les élus locaux réclament de l'argent à l'État et font pression sur les subventions pour parfois en profiter personnellement. Et de l'autre, l'État donne, et selon le criminologue Alain Bauer, il achète la paix sociale. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo. L'État paye très cher la paix sociale en France et les associations et les élus locaux en profitent en faisant planer la menace d'un embrasement des cités dès lors qu'il n'y a pas assez d'oseille. Bref, tout le monde y trouve son compte. Autre personne qui profite de ce traitement de faveur, eh bien c'est les élus locaux. Et oui, on va parler évidemment du clientélisme. Je ne vais pas vous faire un récap de l'ensemble des politiques clientélistes en France, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pratique très répandue en France, notamment dans certaines mairies LR, qui exercent une pression pour favoriser les aides d'un territoire en échange d'un vote d'une communauté. Citons juste Jean-Christophe Lagarde, allié malheureux de Valérie Pécresse, ancien maire de Drancy, mais plus généralement, retenez, et je vous mettrai en description, il y a un très gros bouquin qui est sorti là-dessus qui s'appelle Le maire et les barbares de F. Svetzel, autour du clientélisme en banlieue parisienne. Et enfin, les derniers à profiter de ce traitement de faveur, c'est cette gauche décoloniale qui adore se voir comme le petit père des peuples. Alors elle est pro-immigration, pro-aide sociale, pro-développement des banlieues, pro-ZIS, enfin ce que vous voulez. Mais par contre, quand il faut embaucher ou aller enseigner en banlieue, là ça parle la langue des signes. Hein. Alors que ce soit en termes pénal ou en termes financiers, la banlieue est favorisée. En tout cas, plus que d'autres territoires. Bien sûr, ceux qui en profitent sont généralement ceux qui ont un intérêt financier ou électoral, mais jamais. Tu vas me dire, on n'a pas encore parlé des principaux intéressés, à savoir les habitants des banlieues eux-mêmes. Et oui, mais on va en parler. Alors bien sûr, on pourrait se dire qu'avoir un traitement de faveur de l'État est bénéfique pour les habitants. Sauf qu'en fait, je vais vous donner 3 raisons qui prouvent le contraire. La première concerne ce que Hannah Arendt appelait la poussière d'individus. Alors oui, je sais, Hannah Arendt en parlait concernant les régimes totalitaires, mais je trouve que si on intègre ce raisonnement sociologique, le parallèle est judicieux. En fait, ce que font les politiques et les gauchistes en favorisant moralement les habitants des banlieues, c'est de l'essentialisation. Chaque individu est nié, chaque individualité est niée, chaque libre arbitre est nié au profit du statut de victime. On va traiter la banlieue dans son ensemble alors que les solutions sont spécifiques. Et typiquement, vouloir régler l'insécurité, le déficit culturel, le manque d'autorité, le rapport à la France et le chômage par un simple don d'argent, c'est dangereux. Parce que ceux qui en profitent sont ceux qui sont à l'initiative des demandes, soit les élus et les milieux associatifs, et rarement les habitants des banlieues eux-mêmes. Deuxième raison, et là, on va évidemment prendre un virage à droite, avec la sociologue Nathalie Heinisch, autrice du livre Des valeurs, approche sociologique, où elle vient critiquer la sociologie dominante. Elle explique qu'en traitant les habitants des banlieues différemment, et même lorsque c'est de la discrimination, ce qu'on appelle la discrimination positive, on renforce le sentiment d'assistanat. Et l'assistanat, c'est pas uniquement la dépendance à l'État, c'est aussi l'image qu'on renvoie de soi. Gérald Bronner, dans le même livre que je vous ressors à toutes les sauces, à savoir le danger sociologique, explique que l'individu, s'il est traité différemment, et c'est le cas des enfants gâtés par exemple, va agir en société avec l'idée qu'on lui doit quelque chose. Et ça peut même se traduire dans une grande violence lorsqu'il n'a pas ce qu'il souhaite. Et quelque part, bien que cette pensée de l'aide et de l'excuse soit portée par une gauche bien pensante, selon certains sociologues, et selon moi aussi, c'est pour ça que je disais qu'au début c'était ma théorie, la victimisation et le traitement de faveur qu'ont les banlieues les écartent du champ national. Je m'explique. Si on commence à traiter différemment des catégories de personnes, elles réagiront en permanence comme étrangères. En fait, et c'est le constat qu'on fait sur les discriminations positives, je vous mettrai 2-3 études en description, les discriminations positives sont avant tout des discriminations. Et selon le terme de Bourdieu, de Meister,
de Bourdieu lui-même, la discrimination fige l'individu. Elle renvoie en permanence à la figure de la victime. En plus de ça, les aides sociales et les aides associatives de l'État ont parfois un effet contre-productif de faire ressentir aux habitants une forme de honte à être aidés. Et là, je finis pour la troisième raison, évidemment, sur Maurice Berger. Alors, vous le connaissez, hein, Maurice Berger, grand psychiatre, alors pas très grand, il faisait 1,70 m, mais grand psychiatre dans l'idée, qui a travaillé sur la violence des enfants, qui explique dans un ouvrage consacré à la violence gratuite, dont j'avais déjà parlé à l'époque où le mec s'était fait tirer dans une bagnole, il explique dans ce livre que lorsqu'il ne rencontre pas la justice, qu'il appelle une justice incarnée ou caractérisée, et bah pour lui, la justice n'existe pas. Ou elle existe, mais elle est inaudible. Quand on envoie 2 camions de flics pour mater une révolte en banlieue, on envoie un message très clair aux habitants. La justice est dépassée. Et comme je le disais dans une autre vidéo, l'identification à la figure de la victime éternelle, donc c'est le concept de Christian Rioux sur la rente mémorielle, induit une dette où celui à qui on doit quelque chose a le droit d'être violent pour compenser la dette mémorielle qu'on lui doit. Et finalement, il n'y a pas de société possible si certaines populations vivent dans le ressenti. Donc, à la question pourquoi les chars ne vont pas dans les banlieues, eh ben la réponse elle est multiple. Déjà, il y a une peur de l'embrasement des banlieues. De cette peur naît ce qu'on pourrait appeler un business de la peur où l'État arrose les banlieues de subventions. Ça entraîne une réaction des populations issues des quartiers qui vont alterner entre ressenti et culture de l'excuse, théorisée et aidée par l'extrême gauche.